Parfois, lorsque le commerce a déposé le bilan ou que le bâtiment a totalement disparu, ne subsiste qu'une trace fantomatique de l'enseigne. Il ne reste plus qu'un souvenir, un signe, une direction. Si l'humain disparaît subitement de la surface de la Terre, on peut penser que ces signaux lumineux brilleront comme les derniers témoins de notre civilisation consumériste. Les rues vides ne seront animées que par le scintillement des lettres en verre coudé. Plus personne ne sera là pour les voir ni pour les lire. Seuls les bruits des ballasts en surchauffe orchestreront l'atmosphère silencieuse des rues désertes. Il est donc temps d'envisager le destin de ces sculptures luminescentes qui, dorénavant, dessineront leur désuétude imminente. Si leur rôle premier était de nous signifier, voire de nous enseigner quelque chose, alors que nous indiquent aujourd'hui ces enseignes lumineuses abandonnées ? Depuis plusieurs années, c'est vrai que quelque part le risque ou la non-envie serait de t'enfermer dans Rémi Groussin égale artiste de néon, quoi. Mais finalement, moi je crois qu'un de mes premiers souvenirs, c'était une installation avec des objets qui faisaient vraiment image, qui questionnaient la rétine, le corps dans l'espace. Des tensions et des suspensions de chaînes, des pneus. Nous, notre rapport au public, je me rappelle, était savoir si on l'envisageait presque comme j'allais dire, une peinture, et après, assez vite, on rentrait. Tu déambulais dedans. Exactement. Ouais. Et on avait le deuxième stade comme moi, dans mon souvenir, c'était comme si, je sais pas, il y avait une autorisation invisible de pouvoir rentrer dedans, et j'avais bien aimé ce moment, en fait. C'était une pièce donc j'ai formulée qui peut-être une des premières pièces avec des éléments de réemploi. Exactement. Donc c'est un travail autour de ce qu'on appelle l'enrichissement animalier. En fait, je suis parti d'une observation de certains zoos où j'ai capturé beaucoup de photos de zoos, en fait, vidées des animaux, beaucoup de pour observer aussi, analyser le décor qu'on propose à ces animaux en captivité. Et dans ces décors, il y a ce qu'on appelle l'enrichissement, donc c'est tout un vocabulaire de formes et d'objets qui sont utilisés dans le milieu des zoos animaliers pour contrecarrer les formes de dépression oui, c'est des ça, animaux. Habiter un réel ou le dompter. Voilà, le domestiquer. Exactement. Et c'est ce qui fait que du coup, on a pu retrouver aussi, alors là, ça me fait penser à ça, justement, ces principes de décor, comme tu as pu faire aux abattoirs, qui était de mémoire, une forme comme ça de vestige ou de ruine. Ça aurait pu être en tout petit, comme si c'était un aquarium géant, ou en tout cas, on imaginait des... Mais ces deux pièces, elles sont reliées. En fait, ces deux installations sont complètement reliées parce que c'était un travail vraiment dédié à la question de la captivité animale et de la domestication. En fait, cette technique de crépi, alors donc c'est un crépi minéral que j'appose sur un assemblage d'enseignes lumineuses, ce qui permet en fait, paradoxalement, le néon c'est tellement fragile que ça permet de le protéger comme une gangue naturelle, presque comme une espèce de truc fossilisé, quoi. Vraiment, ça permet de le protéger, et puis ça permet aussi de figer l'assemblage. Et en fait, c'est une technique que j'ai pas du tout inventée, que j'ai observée en fait pendant mes voyages. Assez vite, tu fais toujours cette relation entre en fait la notion de réemploi, tant instinctif que technique. J'allais dire instinctif de comment on dompte, où on rejoue les perceptions ou les prédéterminismes humains pour les contourner avec les animaux tout à l'heure.
Surtout qu'aujourd'hui, la question du remploi, elle est extrêmement présente dans mon travail, mais même si ça paraît très éloigné de cette question animale, en fait, ça l'est pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, le décor urbain, plutôt par l'enseigne lumineuse, en fait, et en fait, on réutilise le même mot, celui de décor, et on n'est pas très loin des espaces de captivité de zoo. En fait, il y a un décor urbain ou paysager, parce que c'est vrai que les enseignes lumineuses, moi, par la recherche, j'en ai découvert aussi dans des endroits très hostiles, dans l'Ouest américain, hyper sauvages, qui sont là comme des vestiges. Et en fait, en soi, ça questionne aussi la notion de paysage comme un espace construit, pas forcément un espace naturel, mais un espace qui a été conditionné, construit par nous, les humains, et dans lesquels on évolue aussi. Et il y a ces éléments, ces objets qui, aujourd'hui, l'enseigne lumineuse, on peut le voir comme cette histoire d'enrichissement animalier dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça joue sur notre perception de ce monde-là, et la question du remploi, en fait, dans mon travail, elle me permet vraiment de garder un contact très direct avec le réel. C'est des éléments qui viennent du réel. L'industrie et l'urbanisme aujourd'hui enlèvent les néons du décor urbain parce qu'ils ne sont plus soi-disant écologiques ou parce qu'ils se consomment trop et qu'on veut les remplacer par d'autres formes de lumière. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc moi, de fait, je subis, on va dire, ce contexte, qui est un contexte politique et social et économique, et je récupère ces objets, donc beaucoup de néons. Et donc j'apprends à apprivoiser le néon. Qu'est-ce que c'est le néon ? Comment tu ressens l'objet ? Comment tu travailles avec lui, c'est presque de l'ordre de l'artisanat au sens d'un artisan. La question de l'artisanat, là, en ce moment, je suis en train de me la poser parce que la dernière résidence à Tours que j'ai faite, elle était programmée autour d'une rencontre entre mon travail et un artisan néoniste. Oui. En fait, j'ai produit pendant cette résidence une recherche autour des gestes du néoniste. Donc j'ai filmé et j'ai documenté les gestes d'atelier. Et c'est aussi une manière pour contrecarrer ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'associer trop rapidement un artiste au néon. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon, il faut que je me coltine à la question du néon, que je suis allé observer ces gestes, les matériaux utilisés, qui sont incroyables, qui sont du domaine de phénomènes sensibles et physiques et chimiques, qui sont quand même extraordinaires. Et donc, voilà, là, je suis en train de terminer cette vidéo, qui est un documentaire, mais qui n'est pas une œuvre en soi, tu vois. C'est vraiment moi qui me permet déjà d'avoir une assise intellectuelle avec ce matériau et de savoir de quoi je parle. Et surtout, je l'apprivoise, comme ce que tu sous-entendais tout à l'heure, avec une certaine forme de sensibilité, puisque ce sont des objets qui sont dysfonctionnants pour la plupart. La dysfonction, en fait, c'est un terme qui n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que la fonction évolue, en fait, ça dysfonctionne, c'est en train d'évoluer. Donc jusqu'à une certaine non-fonction de l'objet. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que l'objet, s'il ne fonctionne pas, il n'existe plus dans le réel. Mais alors... Ça veut dire qu'il existe dans un autre état. Et moi, le travail que je fais autour de l'enseigne lumineuse, il s'est posé autour de l'enseigne lumineuse, parce que l'enseigne lumineuse, elle a ces deux capacités d'exister le jour éteinte et la nuit allumée. Ouais, et puis moi-même, c'est une technologie qui est pensée pour le jour et la nuit, donc éteint ou allumé, donc pas forcément en fonction permanente. Et voire même, moi je trouve qu'il y a une troisième que j'ai retrouvée, alors peut-être en parlant avec toi quand nous étions à Albi, mais c'est le troisième état qui est peut-être de l'ordre plus de l'instinct mémoriel comme une Madeleine de Proust. On a tous vécu avec les néons, une partie qui a été cassée, et le néon a continué à vivre, et c'est pas pour autant qu'on n'a pas, ça nous a pas enlevé ni le nom, ni le souvenir. Ça m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est une forme aussi de perception. Si tu fais disparaître quelque chose, est-ce que finalement, ce fantôme-là, il n'est pas présent? Et je trouve que... Mais c'est la question de la lecture du réel, j'ai l'impression, parce que on a un souvenir direct avec ces objets, et d'autres en auront un autre. Tu vois, s'ils le voient éteint, ou il y en a qui ne le voient même plus. Oui. C'est ça aussi. C'est la question de la lecture du réel. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le réel? Qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est là qu'on replonge dans la notion de rétine et de mémoire de la perception qui, des fois, se
connecte. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu analyses, c'est que ça passe par l'œil. Oui. C'est-à-dire que cette mémoire, elle passe par un regard directement dans le réel. Enfin, posé sur ces objets d'enseigne. Exactement. Mais je trouve que c'est même comme quand tu as expliqué la question de l'artisan, où tu disais, moi je ne suis pas un artisan qui fabrique, mais je m'intéresse à ça. C'est comme ces passages où en fait tu attrapes quelque chose, mais qui est de l'ordre de l'invisible, mais qui se réinjecte, en fait, qu'on ressent aussi. Parce que je pense qu'en connaissant très bien ces matériaux, en les ayant analysés tant sur le plan scientifique, en archivant web, ça influe de fait sur la manière dont tu maîtrises les formes que tu crées. Oui, oui. Moi, je m'inspire directement de ces technologies dans l'espace urbain. Et en fait, en les déconstruisant, les objets, parce que ce que je fais le plus, le geste artistique que je fais le plus, c'est collecter, déconstruire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment le geste que je produis le plus, c'est en déconstruisant. J'apprends en fait comment ils ont été construits, donc il y a une logique. Tu recrées, tu dévides et revides. Ou j'efface, mais en même temps en effaçant, tu réécris quelque chose. Exactement. Et une question justement sur les questions de physiquement existant et d'absence. Toi, le rapport à l'immatériel ou les formes. Le visible ou l'invisible. Ouais, je m'intéresse. Alors moi, je m'intéresse au lisible, à l'illisible, et au visible et à l'invisible. C'est beau le château d'eau avec la végétation qui... Ouais. En fait, il y a un plan assez beau ici avec toutes les cheminées là. T'as 3-4 cheminées. Cheminées, clochers. Ouais. T'as l'impression qu'il y a parce qu'on dit, tu vois, discuter du fait que ce soit entre industrie et espace naturel, mais en fait, même cet espace naturel, il est très très contrôlé, quoi. Il est très contraint. Mais moi, je t'avoue que depuis ces 2-3 dernières années, j'ai de plus en plus envie d'exposer, si on dit exposer, comme la proposition de Paul de Sorbier, tu vois, d'exposer en façade. Je trouve que même dans un espace d'art, l'espace extérieur est peu exploité. Et je me rappelle qu'on avait parlé de la question de la pérennité. Qu'est-ce que c'est de faire une œuvre pérenne? Et en fait, nous, on a décidé que c'était 10 ans. En discutant avec l'équipe, mais aussi on a insisté sur le fait que la pièce, l'installation va évoluer et qu'elle va se détériorer. Ça, c'est une idée moi qui je trouve hyper fort parce que il faut qu'on accompagne aussi une réflexion autour de l'œuvre d'art. Une œuvre d'art, est-ce qu'elle reste dans le même état indéfiniment? Et là, je trouve ça super de pouvoir expérimenter sur une dizaine d'années comment la lumière va s'éteindre. C'est l'idée aussi, comment les lumières vont disparaître, et je pense qu'elle va presque naturellement se fondre et disparaître dans le décor. Mais effectivement, toi, c'est quelque chose que tu prends en compte dès le départ. Oui, voilà. Parce que rien que le processus de récupération, déjà, on sait très bien que c'est des pièces qui ont déjà vécu une histoire. L'ambiance de road trip que j'avais vécue jusqu'ici prenait enfin des allures de film survivaliste. Étais-je le dernier survivant de ce monde, comme je l'avais imaginé au début du voyage? J'entremêlais la réalité et la fiction. L'overdose d'enseignes lumineuses durant ce séjour m'avait plongé dans un état d'inconscience. Los Angeles m'offrait son dernier paysage chaud, sale et déshumanisé. Je levai une dernière fois la tête, je plissai les yeux à contre-jour du soleil couchant. C'est alors que j'aperçus, juché sur le toit plat d'un immeuble, une structure en métal noir et rouillé, s'érigeant maladroitement à son sommet. Des câbles détendus soutenaient une composition de lettres calcinées. Comme du charbon, au fusain, elles écrivaient un dernier mot incomplet. La voiture roulait vite, mais je parvins à prendre quelques clichés pour pouvoir ensuite en déchiffrer le message. L'ultime enseigne de ce voyage, à peine éclairée par les derniers rayons du soleil noir, nous offrait un clap de fin.
Dessinés dans le ciel, se rendant à la fois visible et invisible, lisible et illisible, on pouvait y lire